La quête, c'est le réalisme. Le mouvement du visage, le non-verbal, c'est rendre un avatar en réalité virtuelle aussi réaliste qu'une vraie conversation et faire en sorte que si on peut pas être dans la même pièce et qu'on a 2000 km, on puisse avoir la même conversation qu'on a en ce moment en ayant l'impression d'être dans la même pièce. Ce qu'on voit du métavers de Facebook et de Zuckerberg, c'est très ludique. C'est des bonshommes un peu... On a l'impression qu'ils sortent d'un film d'animation, quoi. Alors ça, c'est pour montrer que vous pouvez être celui ou celle que vous avez envie d'être dans le métavers et pas forcément celui ou celle que vous êtes physiquement. Le métavers, on en a beaucoup parlé en 2022 et puis le soufflet est un peu retombé. Pourtant, le métavers n'est pas mort, il bouge encore. Meta et Apple préparent leur nouveau casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. Le métavers, on en parlait dans Monde Numérique en juin 2022 avec Lucas Perrodin, un spécialiste du secteur, ancien responsable de la réalité virtuelle chez Facebook France. Selon lui, le métavers pourrait changer pas mal de choses, notamment pour les entreprises. Ce serait même, pour les influenceurs, un futur Eldorado. En attendant, prenons un peu de recul sur un sujet qui a sans doute fait un peu trop de buzz ces dernières années. Bonjour Lucas Perrodin. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de Moula Digital, un cabinet conseil qui aide les marques à se digitaliser, on va dire, c'est le mot, dans le secteur des entreprises, à se numériser. Donc vous les conseillez pour aller sur les réseaux sociaux, le métavers, etc. Et puis également, vous avez travaillé chez Meta pendant plusieurs années, ex-Facebook. Vous avez été directeur réalité virtuelle, réalité augmentée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. D'après vous, Lucas Perrodin, est-ce que c'est, pour faire court, l'avenir d'Internet, comme le dit, par exemple, notamment Mark Zuckerberg, à travers le métavers ? Alors, c'est potentiellement l'avenir d'Internet, de manière partielle, à mon avis, pour avoir travaillé dessus pendant 4 ans. On va avoir plus de réalité virtuelle, on aura de la réalité augmentée. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je ne crois pas que ce sera... ou alors dans 15 ans ou 20 ans, notre principale manière d'utiliser la technologie. Je pense qu'on restera dans des usages hybrides et que nos téléphones, nos PC ont de beaux jours devant eux. Parce que je pense pas qu'on a envie d'être dans une version immersive et virtuelle de la réalité pendant un temps prolongé de manière récurrente. C'est peut-être pas forcément une aspiration qu'on a. Il faut peut-être qu'on rappelle bien le distinguo entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc réalité virtuelle, on est complètement immergé dans un casque ou masque, et on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Réalité virtuelle, on est en immersion, c'est une autre réalité. Réalité augmentée, c'est en surimpression de la réalité, donc on a des informations en plus qui peuvent être de toutes sortes, divertissement, apprentissage, technique, des choses comme ça. On a l'impression que la réalité virtuelle, elle est déjà là, à travers les casques, Oculus, etc. Tandis que la réalité augmentée, il y a encore un champ des possibles assez phénoménal. Alors, effectivement, la réalité virtuelle est plus concrètement présente aujourd'hui et accessible au grand nombre que la réalité augmentée, parce que l'immersion, ça donne moins de contraintes techniques, tout simplement. Là, on est dans le hardware, il y a des contraintes physiques, il y a des choses à régler qui sont du domaine de la physique fondamentale, sur les matériaux, les rendus, l'optique, etc. Et c'est plus possible en réalité virtuelle. En réalité augmentée, il y a encore énormément de problèmes de reflets, de qualité de l'image, de définition, de largeur du champ de vision, qui sont des problèmes extrêmement difficiles à régler. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça n'existe pas de manière satisfaisante aujourd'hui. Il n'y a pas de solution de réalité augmentée qu'on utiliserait toute la journée. Ouais. Lucas, vous travaillez plus chez Meta, on peut en parler maintenant. Le projet de métavers de Mark Zuckerberg, c'est quoi ? C'est une lubie ou c'est vraiment un truc qui verra le jour et qui va changer le monde ? Je pense que tous les projets qui changent le monde commencent comme pas des lubies, mais des rêves ou des ambitions ou parfois de la mégalomanie, des envies. Pour avoir envie de changer le monde, il faut voir très loin et il faut avoir une chance infime de succès et mettre beaucoup de moyens derrière. Donc c'est ce qui se passe. Donc la réponse, elle est un peu au milieu. Je pense que c'est un rêve de Mark Zuckerberg. Il a changé beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Maintenant, il est habitué, tout ça est monétisé, ça a pris une grande taille. Il a envie de faire une deuxième vague, de révolutionner la technologie et notre accès à la technologie, donc il veut changer ça. Il met énormément de moyens derrière. Est-ce que ça va marcher ? La question est posée, on n'en est pas certain. Ça peut marcher, mais il y a une possibilité que je dirais qui n'est pas moindre, que finalement on n'arrive pas à réaliser ce rêve. Oui, c'est pas gagné.
Alors vous, votre boulot, c'est de conseiller les entreprises qui veulent se lancer là-dedans et qui apparemment sont très friandes. On a l'impression qu'elles veulent tout y aller. Il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de ça. Carrefour a fait un peu le buzz avec une petite séquence de pseudo-recrutement dans le métavers. Comment expliquer cet engouement pour les entreprises ? Qu'est-ce que vous leur dites en plus, vous, quand vous les rencontrez ? Ouais, alors Carrefour, ils ont acheté du terrain dans Sandbox, etc. Oui, ils ont investi, vraiment. Alors nous, c'est vraiment notre métier. Notre métier, c'est d'aller voir les dirigeants, les conseils de direction, et de leur expliquer ce qui est faisable. En anglais, on dit ce qui est du buzz, ce qui est du bullshit et ce qui est du business. Nous, c'est vraiment notre métier, et de faire en sorte de démystifier un peu tout ça. Donc, effectivement, passer de un business traditionnel au métavers d'une seule traite, c'est absolument impossible. Donc, on a beaucoup d'effets d'annonce, on a beaucoup de déceptions, des investissements. Enfin, on a des gens qui ont peur, en anglais on dit FOMO, Fear of Missing Out, qui ont peur de rater le train, donc qui s'y engagent de manière un peu désordonnée. C'est plutôt ce qu'on voit en ce moment. La réalité, c'est que les boîtes, pour être présentes dans les réseaux sociaux, dans les applications de messagerie et dans le métavers à terme, et de faire du business dedans, il faut qu'elles se réorganisent, il faut qu'elles revoient leur technologie, il faut qu'elles revoient leur business model, et qu'il y ait un gros travail de fond à faire. Et aujourd'hui, on voit plutôt un travail de surface. Donc, on va avoir beaucoup de déceptions, mais au moins, ça les a sensibilisés au problème. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu de la com, quoi, quand c'est aller dans le métavers pour faire parler de soi, en fait. C'est de la com, c'est pour faire parler de soi, pour parler aux actionnaires, parce qu'il y a une attente des actionnaires de la bourse, où quand vous avez des actionnaires, il faut leur dire, si le monde va vers le métavers, nous aussi on y va, on a un plan. Après, c'est à double tranchant, parce que quand on a un plan qui n'est pas très crédible, ça peut marcher dans l'autre sens. Donc, il faut vraiment... Par exemple, le narratif des investisseurs, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille. Si vous ne travaillez pas sur votre contenu digital, sur vos paiements, sur vos processus d'identification de vos clients, sur votre mesure, sur la privacy aujourd'hui, qui est un sujet majeur, et qui sont vraiment des chantiers de fond pour les entreprises, vous pouvez aller raconter tout ce que vous voulez à Wall Street ou au CAC 40. Dans 6 mois, vous aurez un problème. Mmh. Mais le métavers, au fond, est-ce que c'est pas juste une nouvelle interface ? Alors, ça peut être à minima, et il y a derrière le mot métaverse, il y a un champ sémantique qui est tellement large que chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Donc, ça peut être un jeu, on en a parlé récemment, ça pourrait être Fortnite, on peut dire que c'est un métavers, parce qu'on a un avatar, et puis on interagit avec les autres, et on s'amuse ensemble. Et puis, le monde continue à vivre même quand on n'est pas connecté, etc. Exactement. Et puis, il y a une autre définition qui est celle, pour le coup, de Mark Zuckerberg, qui est de dire, tant que ça n'est pas immersif, ça n'est pas un métavers. C'est en gros, le tagline, c'est être sur Internet ou être dans Internet. Quand on est dans Internet, on est dans le métavers. D'accord. Et alors, demain, avec la réalité augmentée dont on parlait, est-ce qu'on sera dans Internet ? Alors, c'est une bonne question, parce que il n'y a pas de consensus, même dans la Silicon Valley, sur le métavers. D'abord, on a des gens comme Evan Spiegel, par exemple, qui est le fondateur de Snapchat, qui lui dit que c'est une vision qui est relativement hypothétique. Il n'y croit pas tellement. Il travaille plutôt sur une extension de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones par des lunettes ou par des drones, par exemple. Mais donc on n'est pas dans un métavers, on est dans une espèce de portefeuille de possibilités qu'on peut utiliser. Mmh. Et ça, c'est la réalité augmentée. Est-ce que la réalité augmentée nous met dans le métavers ? A priori, non, à moins que il y ait une certaine, ce qu'on va appeler une gamification. J'essaie de parler français. Oui, la gamification, c'est le fait de rendre ludique, et on est plus dans un univers de jeu, en fait. Voilà, auquel cas, on pourrait voir l'avatar des autres gens qui participent en réalité augmentée, surimpressionné dans le monde réel, etc. Ça, c'est possible. Ce qu'on voit du métavers de Facebook et de Zuckerberg, c'est très ludique. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça paraît pas très sérieux pour certains. Alors, je pense que... C'est des bonshommes un peu... On a l'impression qu'ils sortent d'un film d'animation, quoi. C'est les avatars. Alors ça tient beaucoup d'abord à la culture américaine et au champ de diversité et d'inclusion qui souffle dans certaines parties des États-Unis, notamment la Californie. Et c'est pour montrer que vous pouvez être celui ou celle que vous avez envie d'être dans le métavers, et pas forcément celui ou celle que vous êtes physiquement. D'accord. Donc, c'est sous-tendu par cette idéologie, au fond, qui est très prégnante aujourd'hui et qui arrive aussi en Europe. Ouais, alors qui est positive, en tout cas en ce qui me concerne, mais effectivement, ça illustre beaucoup ça, et c'est pour montrer que le métavers, c'est pas forcément
qui je suis transposé dans un autre univers. Ouais. Mais pour revenir à la question, les principales applications à court terme, ce sera dans le domaine professionnel, B2B. La D'accord. formation, ça marche très très bien. Donc ça va remplacer la visio, les MOOC en visio, des choses comme ça. Alors la visio, ça va prendre beaucoup de temps parce que pour avoir fait moi beaucoup de meetings en réalité virtuelle, c'est très fatigant. Je peux faire 1 heure de meeting dans la journée de réunion en réalité virtuelle, mais après il fait chaud, enfin c'est compliqué. Ça. Donc ça n'est pas prêt. Par contre, on a fait de la formation avec Walmart, et ça c'est public, on peut en parler, en réalité virtuelle des employés des entrepôts. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une bien meilleure rétention de l'information au niveau accidentologique. On était sur des ratios bien plus performants parce qu'ils étaient plus impliqués en fait. Et quand vous faites un training en réalité virtuelle, vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne faites que ça. Et les informations rentrent mieux et donc la performance est meilleure. Donc ça, D'accord. Il y a un effet efficience en fait. Il y a un facteur d'efficience qui est supérieur. Ouais. Et ça en B2B, c'est de la productivité. Donc ça va marcher pas mal. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut se préparer à ça? Est-ce que ça va changer des choses dans notre perception demain et voilà, la manière que le numérique qu'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux ou autres, ont pas mal bousculé nos relations, nos modes de vie. Comment ça va impacter encore plus, d'après vous Alors ça, c'est un impact majeur. Impact sociétal. Pour commencer, dissocier la réalité de la non-réalité est encore plus compliqué parce que quand la réalité augmentée ou la réalité virtuelle sera très performante, ça va être très difficile. Et puis notre cerveau va commencer à croire que des choses virtuelles sont réelles. Donc ça, très très gros problème de santé mentale. Problème de législation, comment est-ce qu'on légifère dans le métavers? Aujourd'hui, il y a des cas d'agression dans le métavers. D'agression sexuelle, d'agression physique. Sont-elles réelles ou pas? Là, toute la partie régulation reste à faire. Et c'est un énorme chantier. Il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Si moi, j'ai des lunettes de réalité augmentée, qu'elle scanne votre visage, qu'elle me dit dans quel état psychique vous êtes et que je peux vous manipuler parce que j'ai plus d'informations que vous ne les avez pas, est-ce que c'est acceptable? Ça, c'est une grande question. Donc, il y a énormément de travail à faire avant que ce soit quelque chose d'acceptable dans la société. On a déjà un peu goûté à ça avec les Google Glass quand elles sont sorties. Qu'elles sont pas d'ailleurs vraiment sorties, hein, mais il y avait quelques exemplaires aux États-Unis. Ça se passait assez mal parce qu'elles pouvaient filmer. Et c'est cette espèce d'incursion dans la privacy, dans la vie privée, qui était assez mal vécue. Oui, alors paradoxalement, elles étaient de mauvaise qualité et elles ne fournissaient pas ce genre de service. Et elle disait plus quelque chose sur les gens qui les portaient, qui était un peu... tout geek se devait d'avoir sa paire de Google Glass. Ouais, c'était le geek un peu arrogant, Silicon Valley, milieu des années 2000, qui voulait dominer, changer le monde, etc. Et donc c'était un certain... ce qu'ils appellent les bros, les fraternités américaines de la Silicon Valley. Donc ça les a rendus relativement détestables. Mais oui, donc ça, c'est... une bande-annonce de ce qu'on pourrait voir de manière bien plus importante si on avait ces technologies accessibles au plus grand nombre. Ces technos de réalité virtuelle, de réalité augmentée, vous les connaissez bien parce que vous connaissez et depuis longtemps les chercheurs qui travaillent là-dessus dans la Silicon Valley. Vous les avez fréquentés, vous avez vu toute l'évolution en fait. Alors, je les ai vus. Moi, ceux que j'ai vus n'étaient pas principalement dans la Silicon Valley, mais à Seattle. Parce que c'est là que sont... C'est là que ça se passe. Pour Facebook, les Reality Labs avec Michael Abrush, qui est un ancien de Bell Labs, qui est vraiment un scientifique unique dans le monde. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui, de le rencontrer d'ailleurs. Il nous parlait des problématiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire physique fondamentale des matériaux pour le rendu, des choses comme ça. Il nous disait... nous, ils sont chercheurs, mais ils ne savent pas quand ils vont trouver. Donc, il y a vraiment une inconnue dans le temps. Est-ce que ça va prendre 2 ans ou est-ce que ça va prendre 20 ans? Lui, il n'est pas capable d'y répondre. Et il cherche, il nous parlait plein de choses, la spatialisation, l'importance du son dans la réalité virtuelle, comment ça rentre dans votre épaule et ça remonte et ça vibre dans vos os. Et si ça n'est pas rendu correctement, ça vous rend malade ou ça ne rend pas la réalité virtuelle crédible, etc. Donc, j'ai vu tout ça, c'était fascinant. Et puis lui, quand il vous montre ses nouveaux joujoux, c'est incroyable. Il vous montre une espèce de machine qui arrive, il vous dit ça vaut $20 millions, c'est exceptionnel. Et moi, je regarde, je dis, c'est une boîte. Qu'est-ce qu'on fait avec, quoi?
Pourquoi? C'est quoi? C'est des espèces de protos ou de machines uniques, en fait? C'est des machines uniques qui servent à designer des prototypes ou à faire des mesures, enfin, à faire tout un tas principalement des mesures pour essayer de comprendre comment est-ce que notre cerveau et nos sens réagissent pour pouvoir les reproduire en réalité virtuelle derrière. Parce que la quête, c'est la reproduction des émotions, le tracking des mouvements du visage, des lèvres, etc. La quête, c'est le réalisme. Et donc, le réalisme, c'est tout ça. C'est le mouvement du visage, le non-verbal. C'est rendre un avatar en réalité virtuelle aussi réaliste qu'une vraie conversation et faire en sorte que si on ne peut pas être dans la même pièce et qu'on a 2000 km, on puisse avoir la même conversation qu'on a en ce moment en ayant l'impression d'être dans la même pièce. Donc, il y a des gens chez Meta qui bossent à fond là-dessus, 24/24. Enfin, en tout cas... il y a plusieurs milliers. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant que Meta, depuis le 4e trimestre de l'année dernière, publie les pertes liées à son investissement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, on sait que Meta a mis 3,2 milliards de dollars en 3 mois dans la réalité virtuelle et réalité augmentée. Mais ça, c'est l'effort récent, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dure et qui date qui dure depuis très longtemps. Ça dure. Je pense que c'est une vision que Mark Zuckerberg a eue très rapidement. Enfin, l'idée de rechanger le monde et de refaire encore la prochaine révolution technologique. Et puis en 2016, lorsqu'il a décidé de racheter Oculus, il était déjà très très motivé. Puis les moyens de Facebook sont immenses, donc il a décidé de les mobiliser. Donc oui, ça date déjà d'un certain nombre d'années. Vous avez travaillé chez Facebook, on parle que de ça ou on parle un peu de ça? Alors moi je travaillais spécifiquement dessus, donc je parlais beaucoup de ça. Beaucoup de ça, c'est sûr. Et on en parle beaucoup en général. Moi je suis parti récemment cette année-là. Facebook s'est appelé Meta, donc là ça commençait à prendre beaucoup de place. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça prend trop de place trop vite? À mon avis oui, parce que le temps de l'information, le temps du buzz, il est relativement court, donc il faut le nourrir avec des faits. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la problématique, c'est qu'on est sur de la recherche scientifique, donc on est en année. Là il y a un certain nombre d'annonces. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'elles ont été faites. Oui, elles ont été faites. Oui. Si elles ne l'ont pas été, c'est bien, allons-y. Non, mais elles l'ont été parce que j'ai vu un tweet de Boz, qui est le CTO maintenant, qui était le boss de mon boss avant, mais maintenant qui est le CTO de Facebook. Donc les lunettes de réalité augmentée qui étaient prévues dans les 2 ou 3 années à venir ne vont être que pour les développeurs et pas pour le grand public. Donc ça repousse l'agenda. En gros, tout l'agenda a été repoussé à mon avis, de 2-3 ans minimum. Donc, on est passé de 2 à 3 ans à 5 à 6 ans, déjà. Zuckerberg a récemment présenté enfin, il l'a pas vraiment montré, mais un nouveau casque de réalité virtuelle qui s'appelle Cambria. Oui. Et on a vu passer une petite vidéo où l'appareil est pixelisé, mais par contre, la promesse, c'est que, évidemment, c'est encore plus réaliste. Vous le connaissez, ce casque? Oui, alors je l'ai essayé. J'en ai vu les versions prototypes. Oui, alors c'est réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est mixed reality. Je vais essayer de pas dire de choses que je devrais pas dire. C'est un cas qui est plutôt focalisé sur donc haut de gamme. Ouais. Série pas forcément très très large. C'est vraiment c'est pour montrer la dernière technologie, la rendre accessible aux enthousiastes de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et ça va venir bientôt. C'est un super Oculus, quoi, en fait. Alors, c'est pas Quest 3, c'est vraiment une série spéciale, ce qu'on va appeler une série spéciale de casques qui fait de la réalité augmentée comme Quest n'en fera pas, par exemple. Oui, parce que Quest, c'est que de la réalité virtuelle. On est coupé du monde, sauf on peut activer la caméra. Et à ce moment-là, on voit ce qui se passe, mais c'est du noir et blanc, c'est affreux, c'est pixelisé. Donc on peut faire mieux que ça. Et Cambria fait mieux que ça? Ah, ça vous verrez quand ça sortira. Très sincèrement, j'ai du mal à mettre la limite entre ce qui est de l'interne et ce qui est de l'externe. Donc je suis à peu près sûr que Marc a déjà parlé, et j'ai vu une vidéo où il parlait d'à peu près tout ce dont je viens de parler. Ouais. Mais bon, attendez-vous à quelque chose qui soit un progrès par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, relativement significatif. Plus léger aussi, parce que ça compte, le poids, tout ça, c'est un vrai défi technique aussi. Ouais, la problématique du poids, ça va prendre très très longtemps. Là, vraiment, plus vous avez des appareils sophistiqués, plus ils sont lourds. Et ça, c'est très compliqué. Et pour Facebook, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Facebook,
ça n'est pas Apple ou ça n'est pas Google, il n'y a pas le téléphone qui va avec. Donc il faut que toute la technologie soit embarquée sur le casque. Donc là, la problématique du poids ne sera pas réglée sur cette génération-là, et j'imagine que ça va prendre un certain nombre de générations de casques avant que ce soit quelque chose qu'on puisse porter toute la journée. Il faut que ça fasse 40 grammes des lunettes pour qu'on puisse les porter toute la journée. On en est loin. L'Oculus, il fait je sais pas combien, mais... Voilà, on est à 5 fois... Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il est totalement autonome. Moi, j'ai vécu le passage de Oculus Rift. Donc, on avait besoin d'un PC gaming avec une carte graphique très, très puissante. Tout à fait. Capteur dans la maison. À Quest, tout est sur le casque. Là, on a vraiment vu une multiplication des unités. Le marché adressable s'est vraiment étendu de manière très, très importante. Donc, ça, c'est bien. Et Facebook, en réalité virtuelle, ça donnera quoi ? Alors, ça existe déjà un petit peu avec Horizon... Horizon quoi ? Parce qu'il y a plusieurs horizons. Là. Il y a Horizon de Workrooms. Horizon World. Horizon World, ouais. Horizon World, évidemment. Workrooms, c'est pour la partie business. Et... Alors, la situation est très fluide. Et chez Facebook, c'est comme ça. Tout est très fluide. Hein. Les produits sont rebrandés, fusionnés, etc. Donc, c'est Horizon World. Oui. Et là, c'est un réseau social. On peut être avec les avatars de ses amis, dessiner ensemble, rigoler ensemble, etc. Alors, ce qui va être intéressant, c'est le rôle des influenceurs là-dedans, parce que aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, 70% des gens qui sont sur les réseaux sont abonnés à des comptes d'influenceurs. Et on n'attend pas la même chose d'un compte d'influenceur que d'un compte d'amis. Donc, il va y avoir toute une économie des influenceurs dans ce système-là qui reste à déterminer, qui a un peu commencé, parce que ça a été annoncé. Ouais. Mais il y aura des influenceurs du métavers. Exactement. Dans le métavers. Exactement. Et dans le métavers, ils auront des opportunités de revenus infiniment plus élevées que dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que le métavers, c'est un monde virtuel. Aujourd'hui, les influenceurs gagnent leur vie. C'est un peu fragmenté. Il y a plein de sources de revenus. Il y a du sponsoring, il y a de l'affiliation. Ils font des produits dérivés, ils font du contenu payant. Ils ont un petit peu de revenus de la publicité, mais ça, c'est très faible. Donc, tout ça, c'est très fragmenté. Mais principalement, ils font la publicité de produits et de services d'autres sociétés. Dans le métavers, si vous et moi, on pense que dans notre métavers, on doit être bien habillé, qu'on peut acheter des vêtements virtuels, ils peuvent créer ces vêtements et vendre leur propre ligne de vêtements. Et oui, leur propre ligne, comme font les rappeurs ou autres, ou certains influenceurs d'ailleurs. Exactement. Ou alors avoir une base de loisirs. Ou alors avoir un casino, par exemple, si vous êtes dans Decentraland aujourd'hui. Moi, à chaque fois que je vais dans Decentraland, je regarde où il y a du monde dans les casinos. Et donc, ils peuvent retenir tous les fruits de l'exploitation de ces choses-là et être la marque, au lieu de faire de la pub pour la marque. Donc, évidemment, leur rôle dans la chaîne de delivery de valeur, elle change, ils en retiennent beaucoup plus. Ouais. C'est un Eldorado pour les créateurs. Pour les créateurs. Et plus que pour les entreprises traditionnelles ? Alors, pour les entreprises, il va y avoir des perspectives, mais il va falloir qu'elles s'adaptent. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont encore en train de s'adapter au e-commerce et au marketing digital. Donc, elles ont déjà pris ces deux vagues-là et elles sont relativement en arrière par rapport à ces vagues-là. Il y a ce qu'on appelle des digital natives. Nous, par exemple, on travaille avec L'Oréal. Et L'Oréal, leur problème, c'est que il y a sur les réseaux sociaux des influenceurs qui ont créé leur marque de cosmétiques et d'un coup ont pris 1 point, 2 points, 3 points de market share. C'est la disruption dans toute sa splendeur. Et L'Oréal, c'est une marque centenaire avec des centaines ou des dizaines de millions dans la publicité chaque année. On a un influenceur qui a 3 millions de followers, qui met 20 000 euros dans une ligne de produits et qui va leur prendre 3 points de part de marché. Oui, mais enfin, ces produits, il faut bien les fabriquer. L'Oréal, on sait qu'il y a une expertise derrière, il y a un sourcing des produits, il y a des chercheurs, il y a des années de brevets en chimie, etc. Ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Mais la question, c'est est-ce que ce sont des éléments importants pour les audiences ? Oui. Est-ce que c'est plus important d'être recommandé par telle ou telle influenceuse que de dire que ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche dessus ? La réponse est notamment pour les Gen Z. Donc génération née après 95. Oui, génération Z. Ouais. Voilà, c'est l'influenceur d'abord. Les influenceurs, ils sont passés de avoir des contenus qui permettaient d'avoir des encarts publicitaires dans lesquels on mettait la pub des entreprises à... faire partie de la pub parce que leur influence sur les taux de conversion et sur les niveaux de business, elle est monumentale. C'est incroyable. Oui, parce que vous êtes spécialisé, en tout cas très observateur de ce phénomène et de ce qu'on appelle l'économie de la création.
Ouais, nous, on est spécialisé dans le commerce, la transformation du commerce. La plupart des sociétés vendaient dans du commerce physique il y a encore 10 ans. Et le e-commerce, c'était 1 ou 2%. Et on disait, est-ce qu'Amazon va marcher, etc. Maintenant, il y a la vague Covid. Le e-commerce, c'est 20% des achats. Tout le monde est encore en train de s'adapter et de manière très difficile parce que la gestion du changement, c'est difficile. Et là, on a des gens qui vont acheter sur les réseaux sociaux. On peut parler de ça, la grande différence, parce qu'on pense que le e-commerce et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle du discovery commerce, c'est-à-dire lorsque vous et moi, on va acheter quelque chose aujourd'hui, que ce soit en commerce physique ou en e-commerce, on va vers le produit. Soit on va dans un magasin, ou alors on tape sur Google et on cherche. Et quand on fait ça, on déclare au monde qu'on est à la recherche d'un produit. Ce qu'on appelle l'intent. On montre notre intention. Et après, on commence à chercher. Et puis, à partir du moment où on tape sur Google, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Il y a des enchères qui arrivent en 2 millisecondes. Il y a des centaines d'entreprises qui mettent des enchères pour nous montrer leur pub et nous montrent leur pub, etc. Dans le Discovery Commerce, l'algorithme vous connaît tellement bien qu'il vous connaît presque mieux que vous-même. Et moi, ça m'est arrivé. C'est là où vraiment j'ai eu le déclic. En gros, il va vous montrer des choses pour lesquelles vous ne vous êtes pas encore dit que vous avez envie de l'acheter. Mais quand vous allez le voir, vous allez dire... Pas toutes les fois, mais allez, on va dire 1 fois sur 10, vous allez dire, mais ça, je vais l'acheter maintenant. C'est-à-dire que je n'en ai pas démontré l'intention. Je ne savais pas, je n'avais pas eu cette conversation avec moi-même du désir de ce produit, mais quand je le vois, de manière impulsive, je vais l'acheter parce que l'algorithme est tellement fin qu'il sait déclencher cette chimie. Et ça, pour les entreprises, c'est une énorme conséquence parce que je ne signale plus mon intention. C'est incroyable. Enfin, c'est c'est basé sur quoi? Sur les historiques, l'historique de consommation et donc le profilage des consommateurs? Il y a 900 points de données, géographiques, sémantiques, démographiques, avec qui vous avez eu des interactions, etc. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment... On est juste un élément clé sur un profil qui est déjà connu, en fait. Voilà, faut voir ça comme une réaction chimique. En gros, l'algorithme, il voit toutes les molécules et il voit le moment où s'il rajoute une molécule, ça fait de la matière. Et ben, c'est exactement ça qu'il fait dans la Discovery Commerce. Alors, c'est pas à chaque fois. Hein. Encore une fois, ça va être 10% de nos achats. Oui. Mais pour une entreprise, si vous n'êtes pas là à ce moment-là, la grande différence avec le commerce classique où je vais dans un magasin, où je recherche sur Google, quand je vais dans un magasin, je cherche sur Google, cette entreprise, elle a plein de chances de montrer sa pub sur le chemin. Parce que je vais réfléchir, je vais faire des allers-retours, je vais y aller. Enfin, il y a plein de chances. Le problème du Discovery Commerce, si vous êtes une boîte, que vous n'êtes pas présent au moment où la chimie arrive, on ne revoit plus jamais ce client parce que le client décide et achète en même temps. Et c'est pour ça qu'on aide les entreprises à comprendre sur quelle partie de leur gamme c'est performant, comment est-ce qu'on peut être présent, comment est-ce qu'on crée du contenu digital, comment est-ce qu'on crée des prix, des moyens de paiement pour pouvoir être là et créer cette chimie avec le client, être le premier à faire la conversion parce que personne d'autre n'en aura la chance après. Et donc ça, dans le métavers, ça donnera quoi? Alors ça, dans le métavers, ça donne la même chose en encore plus important. On parlait tout à l'heure est-ce qu'on doit se préparer au métavers? Ce qu'on sait déjà, c'est que les contenus immersifs, en termes d'engagement émotionnel, sont beaucoup plus forts sur nous. Et je parlais tout à l'heure de la rétention des informations, ça tient à ça aussi, c'est que l'impression émotionnelle qui est faite par les contenus immersifs, elle est beaucoup plus forte, on est beaucoup plus engagé. C'est-à-dire qu'on a plus envie d'acheter, on est plus intéressé. C'est-à-dire ça déclenche chez nous plus d'émotions. Et il faut savoir qu'en business, l'émotion, c'est de la marge. C'est simple. Hein, la fonction, c'est la fonction. Si vous vendez quelque chose de fonctionnel, vous allez être comparable à tout le monde. Si vous vendez de l'émotion, vous êtes incomparable. C'est pour ça qu'on paye un iPhone 1300 € et le même en Android vaut 400 € de moins. Ouais. C'est parce que je suis propriétaire d'iPhone, j'ai toute cette émotion qui va avec. Et donc, on sait que les contenus immersifs, ils ont un potentiel émotionnel infiniment plus fort que les contenus non immersifs. Voilà, sommes-nous prêts pour le métavers? C'est vraiment la question. Ouais, est-ce qu'on en aura envie? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est prêt après des millions d'années d'évolution, d'un coup, à passer dans un monde virtuel et avoir une grande partie de notre vie qui soit virtuelle? Est-ce que l'humanité est prête? Je ne sais pas, je me pose souvent la question pour avoir travaillé dessus. Non, certainement pas notre génération. Nos générations. Je sais pas, c'est fascinant, mais en même temps, il y a une part de doute. Il y a une part de doute. Encore une fois, je pense que ce sera hybride. On a des gens aujourd'hui qui jouent à la console 12-20 heures par semaine.
Je pense qu'ils n'ont pas de problème à être dans le métavers. Oui. Voilà, donc mais c'est pas forcément un idéal de vie pour beaucoup de gens. Et ce sera pas des milliards d'utilisateurs par jour, comme on peut le voir aujourd'hui avec nos téléphones portables, par exemple. Merci beaucoup, Lucas Perrodin, fondateur de Moula Digital, spécialisé dans le conseil aux entreprises pour la digitalisation et l'entrée dans le métavers.